Citadelles et forteresses, casernes et hôtels, tout un patrimoine militaire varié marque de manière indélébile le paysage français. Pourtant méconnu, parfois peu considéré, il recèle des édifices et monuments d'exception aux formes multiples, des trésors cachés de l'architecture. Il y a comme une âme ici. Les murs transpirent l'histoire. Et c'est l'histoire de notre pays. Il y a une vraie richesse culturelle, une vraie richesse architecturale aussi tout autour de nous. Travailler ici, ça oblige un peu en fait à se rappeler qu'on est de passage. Et quand on connaît quelque chose, très souvent on finit par l'aimer. Et quand on aime quelque chose, on veut le protéger. Depuis des centaines d'années, le ministère des Armées occupe des sites militaires à l'usage et à la typologie variée. Il y a toute l'histoire des châteaux et des fortifications dont témoigne l'occupation du ministère des Armées, mais il y a aussi des typologies plus emblématiques comme des palais, des hôtels de gouverneurs, des lycées militaires qui témoignent aussi d'une activité des armées qui n'est pas seulement défensive, mais qui trace un lien avec l'histoire de la nation. Le ministère des Armées, pour redonner quelques chiffres, c'est d'abord le premier occupant du domaine public de l'État, avec 23 millions de mètres carrés occupés, bâtis, et 270 000 hectares de foncier. Et au sein de cet ensemble, nous avons à peu près 120 édifices qui sont protégés au titre des monuments historiques. En Martinique, dans la baie de Fort-de-France, le Fort Saint-Louis. Classé en 1973, il est l'une des forteresses les mieux préservées des Caraïbes. Il abrite aujourd'hui la base navale des forces armées aux Antilles. Construit au XVIIe siècle, le fort est dit à la Vauban, du nom du célèbre ingénieur du roi Louis XIV qui en inspire la conception. L'un des concepts de l'ingénieur Vauban était de laisser les défenseurs du fort à l'abri des coups et des vues de l'ennemi. Vauban était un humaniste, ça ne se sait pas beaucoup, mais c'était quelqu'un pour qui la vie humaine avait vraiment un prix. Il a toujours essayé, que ce soit pendant ses sièges ou pendant la construction de ses forteresses, de préserver justement la vie humaine, la vie des soldats. L'apparition de l'artillerie moderne au XVIIe siècle modifie les manières de faire la guerre et l'architecture des emprises militaires. Ici, point de château fort. Ce n'est pas du tout adapté, puisque les châteaux forts, c'est plutôt pour des arcs, des flèches, des épées, voire des boulets, enfin des pierres qu'on pouvait envoyer. Mais avec l'apparition des boulets en fonte, et là, ces grandes murailles ne tenaient plus. Et donc, il a fallu évoluer et remplacer ces grandes tours rondes par des tours beaucoup plus trapues, et non plus rondes, mais triangulaires, et qu'on appelle tout simplement des bastions. Et on peut dire qu'ici, on a une architecture de type bastionné. Le fort contient les ouvrages typiques d'un système Vauban. Ces bastions en pointe qui suppriment les angles morts. À l'intérieur, un chemin couvert pour surveiller sans être vu. Des courtines où sont positionnés des canons. D'autres vestiges témoignent des aménagements du fort au fil des siècles. Là, ici, nous sommes donc dans cette partie du fort où on va pouvoir approvisionner en munitions les différentes batteries qui ont été rajoutées à la fin du 19e siècle, au moment de l'épisode de la guerre, de Fashoda en Égypte avec les Anglais. Et donc, du coup, on a préféré renforcer la défense de Fort-de-France en la dotant de moyens d'artillerie modernes. Pour renforcer la ligne de défense française autour de Fort-de-France, 2 autres édifices sont bâtis sur les hauteurs de la ville. Le fort d'Euzet au XVIIIe siècle et le fort Tartenson au XIXe siècle. Tartenson est cédé à la ville de Fort-de-France en 2009 dans le cadre d'un projet touristique. La vocation militaire et défensive stratégique des forts en font des lieux méconnus, des trésors cachés effectivement. Donc c'est important d'en ouvrir les portes et de retranscrire une histoire qui n'est pas seulement militaire, mais qui est celle de la construction d'une société, d'un paysage, et de le prolonger dans l'avenir. Ici, la ville a proposé dans son programme de développer ce site, de l'ouvrir
sur la ville avec un circuit de promenade pour en faire un lieu citoyen, un espace mémoriel, mais aussi on aura des espaces de compréhension des forts, le fort Artenson, les forts de Fort-de-France, les forts de la Caraïbe. C'est adossé à un projet de création d'une route des forts de la Caraïbe qui partira de Cuba jusqu'à la Martinique. Perché sur le morne Garnier, le fort d'Euzet est le siège du commandement supérieur des forces armées aux Antilles et du 33e régiment d'infanterie de marine. Inscrit au titre des monuments historiques en 2009, il est radié en 2011 pour devenir un centre d'entraînement. La vocation du régiment est avant tout, et du site d'Euzet, est avant tout l'aguerrissement des unités et pour pouvoir opérer, monter des infrastructures artificielles telles que les obstacles, les pistes commando, à demander à ce qu'ils soient déclassés. D'Euzet est lui aussi un fort à la Vauban, la plus imposante fortification de ce type en Martinique. L'architecture est encore bien visible. Les demi-lunes, par exemple, qui servaient à couvrir les bastions, l'escarpe et la contre-escarpe, deux murs de terre défensifs, ou les poternes, ces galeries inclinées qui relient le fossé et l'intérieur du fort. Alors vous êtes ici en direction de la courtine ouest, plus particulièrement au pied de la poterne ouest. Là aussi, on part des douves, on remonte à l'intérieur du fort d'Euzet, donc la poterne ouest. Point particulier, cette poterne est d'origine, puisqu'elle est équipée comme c'était, de portes en haut, en bas, de portes en bois rouge, très solides, et à l'intérieur, bijoux de l'architecture, c'est la plus belle, une canade qui permettait aux sabots des bêtes de somme, les chevaux, d'agripper pour grimper à l'intérieur du fort. La préservation d'un tel lieu en l'état est un vrai défi, d'autant plus en Martinique. Nous sommes sous les tropiques, pluie-soleil, la repousse végétale est exorbitante. Le service de génie de l'époque, dès 1848, se plaignait déjà qu'il n'y arrivait pas. Donc, c'est un travail de longue haleine, répétitif, sur lequel on ne doit pas lâcher, pour tenir ce joyau en l'état. C'est le patrimoine de la Martinique. C'est un joyau culturel et architectural qu'il faut absolument préserver. Préserver et mettre à disposition du public. La particularité de ces sites du Fort Saint-Louis et de Fort d'Euzet, c'est qu'ils sont dans la ville. Alors on dit que le Fort d'Euzet est un peu en hauteur, mais en fait il est quand même dans la ville. Comment voulez-vous ne pas faire bénéficier à la population un patrimoine qui leur appartient également? Donc on l'ouvre, on a organisé, on a mis en place des modalités d'accès, mais les deux forts sont accessibles, évidemment pendant les journées du patrimoine, mais pas seulement, justement pour faire bénéficier à la population de ces deux sites historiques exceptionnels. Le Fort Saint-Louis accueille régulièrement des scolaires, comme ces deux classes de 4e et 3e du collège Roger Castandet, situé à Fort-de-France. Au bout là-bas, dans la direction de mon bras, vous retrouvez le phare de la Pointe des Nègres. On voit cette fortification, on se dit, bah oui, il y a eu des choses ici, il s'est passé des choses. Et c'est ce que l'on transmet, et c'est ce que j'essaye de transmettre en accueillant plus de 4500 jeunes et moins jeunes par an. Ça leur permet de connaître ce fort. Et quand on connaît quelque chose, très souvent, on finit par l'aimer. Et quand on aime quelque chose, on veut le protéger. Et là, il y a toute une action à mener pour pouvoir laisser un héritage, faire perdurer ce patrimoine vers les générations futures. Avant la Révolution française, on démolissait et on reconstruisait au fur et à mesure. C'est comme ça que vous avez des châteaux ou des églises qui sont de plusieurs périodes. On ne s'occupait pas d'avoir quelque chose qui est une unité. Et le passé n'avait pas d'importance, à part être une carrière de pierre. La Révolution française et le systématisme des dégradations a créé un choc qui fait que quand la France a retrouvé une certaine stabilité, elle a regardé ces destructions en disant « j'ai perdu quelque chose qu'on a nommé un patrimoine ». Et c'est à ce moment-là que s'est développé un sentiment et l'idée de conserver ce patrimoine comme une mémoire du passé. Et donc il y a eu des lois sur les monuments historiques et il y a eu des lois sur les sites au sens paysages patrimoniaux. Et donc un site, c'est un paysage patrimonial qui peut contenir du bâti. Et un monument historique, c'est surtout du bâti, même si ça peut être étendu à des jardins et à des choses comme ça. Le château de Versailles est protégé au titre des monuments historiques. Et dans l'idée de Versailles, il y avait l'horizon à perte de vue. Toute la plaine de Versailles
est protégé par un site classé, donc c'est des centaines d'hectares, sur lesquels toutes les constructions sont interdites, mais dans le but de protéger la vue jusqu'à l'infini depuis le château, quoi. Pas de vue dégagée pour le Prytanée national militaire, mais comme le château de Versailles, une architecture du XVIIe siècle remarquable et des murs chargés d'histoire. Cet établissement militaire, situé en plein cœur de la Flèche, dans la Sarthe, prépare aujourd'hui au baccalauréat et au concours d'entrée aux grandes écoles militaires. Vous êtes dans un lieu effectivement emblématique et, comme disent les élèves, séculaire, dont l'histoire a démarré en 1604, sous Henri IV, avec ce fameux Fouquet de la Varenne qui construit ce collège jésuite aux ordres d'Henri IV, qui devient ensuite école royale, puis ensuite école impériale, en passant par des phases d'histoire, l'histoire de France, pour arriver effectivement en 1808 à la dénomination par Napoléon Bonaparte de Prytanée national militaire. C'est le seul Prytanée sur l'ensemble des 6 lycées de défense, en tout cas qui porte ce nom, et qui effectivement est emblématique, puisque 400 ans d'histoire nous contemplent, ce qui n'est pas rien. On est effectivement très impressionné quand on prend ce genre d'établissement. Je pense qu'il faut être très humble. Donc si on peut apporter entre guillemets un peu notre pierre à l'édifice le temps d'un accommodement. Voilà, à chaque fois on a effectivement énormément d'émotions à traverser ces lieux emblématiques. Vous l'avez senti en arrivant dans ce lieu, il respire l'histoire de France, depuis ses origines. À la fin du XVIe siècle, la Flèche est une petite cité qui très empreinte de l'esprit médiéval, à peine 5000 âmes. Et il faut imaginer cette décision royale du roi Henri IV de fonder ici un collège des jésuites. On va mettre en place ici une architecture exceptionnelle dont la construction d'ailleurs va se dérouler sur plus d'un demi-siècle, mais qui ne sera pas sans influencer la transformation du paysage urbain très médiéval d'alors. Le Prytanée s'étend sur près de 30 hectares. Il est constitué de 2 quartiers principaux, Henri IV et Gallieni, du nom du maréchal de France, Joseph Gallieni. Le collège des jésuites de la Flèche est construit dans la première moitié du XVIIe siècle. Il s'organise en 3 cours principales. La cour des pensionnaires, première campagne de construction, la cour des classes et la cour royale, qu'encadrent à l'est et à l'ouest des cours d'importance moindre affectés au service de l'établissement. Et l'ensemble est dominé par la masse imposante de l'église Saint-Louis. Le lieu est partiellement protégé au titre des monuments historiques. Son portail d'honneur et l'église Saint-Louis, où sont conservées les cendres du cœur du roi Henri IV, sont classés en 1919. Les toitures et les façades de l'ancien collège des Jésuites sont inscrites en 1933 à l'inventaire supplémentaire. Cette inscription sera étendue plus récemment, en 1994, à l'ensemble de l'aile sud de la cour d'honneur. C'est dire que l'ensemble de ce site, eu égard l'intérêt architectural lié à cette histoire, est protégé au titre des monuments historiques. J'ai moi-même assisté à ces travaux de restauration, nombreux, comme en particulier la restauration des nefs de l'église Saint-Louis à la fin des années 1980. Nous avons, au début de la première décennie des années 2000, la restauration de la tour de Pierre qui se trouve derrière moi, et tout à fait récemment, la restauration d'une part du campanile qui domine la croupe de l'église Saint-Louis. Le financement de la restauration du campanile a été partagé pour moitié avec le ministère de la Culture. Une opération inscrite dans le cadre d'un protocole d'accord signé en 2019 qui encadre la réalisation des travaux sur les monuments historiques classés appartenant aux armées. Donc ici, vous allez nous rechercher de faire une mise au point. Charlemagne ? Les élèves de l'établissement sentent qu'il y a dans ce lieu quelque chose de particulier qu'on ne retrouve certainement nulle part ailleurs. Il y a comme une âme ici. Les murs transpirent l'histoire. Et c'est l'histoire de notre pays. De grands hommes qui ont servi notre pays ont étudié dans cette maison. Et ils ont repris donc le contrôle de cette frontière. De nombreuses personnes sont passées par ici, comme par exemple le très célèbre philosophe Descartes.
Et à ce moment-là, on peut se dire qu'on a quelque chose en plus, c'est-à-dire ce passage au sein du Prytanée national militaire. C'est vrai que c'est motivant, on se dit qu'ils ont réussi, on peut tous réussir dans nos vies. Et ça nous motive de se dire que c'est un tremplin un peu pour nos vies d'être ici, c'est une chance. Quand on rentre dans notre lycée, par la porte principale, on aperçoit un grand bâtiment avec le créateur Gallieni, qui a lui aussi un matricule. Et dès les premiers pas d'entrée dans le lycée, on voit que ce lycée est chargé d'histoire. On est dans un cadre exceptionnel, tout simplement. Dès qu'un monument est classé au titre de la protection des monuments historiques, il faut des autorisations spéciales de travaux qui sont délivrées par le préfet de la région compétente, et on a l'obligation de recourir à un architecte en chef des monuments historiques comme maître d'œuvre des travaux de restauration sur l'édifice. Donc c'est à la fois un gage de sécurité, de sérieux, de solidité des projets qu'on porte, mais ça a aussi un coût et il faut aussi réussir à l'assumer, ce que le ministère des Armées essaye de faire. L'avenue Foch, à Lyon en Rhône-Alpes, abrite un haut lieu de commandement classé au titre des monuments historiques, le cabinet du gouverneur militaire. Construit au XIXe siècle, cet hôtel discret fait partie des plus anciens bâtiments gérés par l'ESID, l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon, dont le parc immobilier couvre toute la région sud-est. Le site est inscrit depuis 2014 au patrimoine des monuments de France et il a été classé en 2015. Donc tout l'aspect extérieur mais également intérieur du bâtiment. Seul le passant attentif peut le constater, il manque 3 fenêtres à la façade. Elles ont été envoyées chez un artisan de la région pour être restaurées, accompagnées d'un cahier des charges précis. Il faut savoir que l'hôtel du gouverneur militaire a été construit au XIXe siècle avec le savoir-faire des artisans de l'époque. Il faut faire le point avec les entreprises actuelles pour qu'elles reprennent exactement l'origine et qu'elles gardent l'origine de ces fenêtres. Et les fenêtres qu'on restaure sont en bois, c'est du chêne. Les fenêtres ne sont pas remplacées, elles sont bien reprises à l'identique. Donc pour cela, il y a eu un certain nombre de diagnostics, de prélèvements, par exemple de la couleur d'origine des fenêtres qui ont été réalisés. Ensuite, un protocole a été élaboré pour ensuite pouvoir restaurer les fenêtres en atelier et uniquement la pose se fera à l'hôtel du gouverneur militaire. Malgré toutes les contraintes qu'on peut retrouver administratives du fait de la valeur patrimoniale du bâtiment, c'est très intéressant de travailler sur l'hôtel du gouverneur militaire. C'est des bâtiments qu'on retrouve peu en province, hormis dans les grandes villes, Lyon, Marseille. Donc c'est toujours des technicités à part, des savoir-faire qui sont différents de ce qu'on peut retrouver au quotidien sur des bâtiments militaires classiques. L'hôtel a été construit entre 1858 et 1861 dans le style bourgeois du Second Empire, pour le baron Jonas Vita, banquier et marchand de soie lyonnais d'origine piémontaise. Il est racheté par la ville de Lyon en 1913 pour y installer les gouverneurs militaires. Tout commence en fait sous le porche avec ces caissons à volutes qui sont des caissons typiquement Renaissance pour rappeler l'Italie, la grande Italie de la Renaissance lorsqu'on rentre dans la cour de l'hôtel qui est une cour assez somptueuse avec 2 très belles arcades de part et d'autre, côté nord, côté sud, 12 arcades successives surmontées d'une terrasse qui permettait de profiter à la fois du soleil et du calme de l'intérieur. Et puis on va retrouver aussi comme élément typique de l'Italie 2 très jolies fontaines qui sont en béton moulé, des premiers bétons moulés de l'époque, surmontées de conques qui rappellent encore une fois la Renaissance. On retrouve aussi à l'intérieur de l'hôtel un certain nombre d'éléments d'architecture, mais qui sont un peu plus discrets. On retrouve un très bel élément sur l'origine espagnole dans le fumoir, avec de très belles tapisseries en cuir de Cordoue, puisque le bassin de la famille Vita est l'Espagne. L'hôtel Vita est un lieu assez secret. C'est un lieu de pouvoir entouré de mystères, très clairement. C'est-à-dire que les habitants historiques du 6e arrondissement de Lyon connaissent peu ce lieu, même s'il est effectivement ouvert depuis de nombreuses années aux Journées européennes du patrimoine. Travailler ici, ça oblige un peu en fait à se rappeler qu'on est de passage et que le gouverneur passe. Cet hôtel est l'hôtel des gouverneurs
jusqu'à ce qu'on décide de le quitter. Et nous sommes dans une longue transmission, dans une longue histoire. Il y a un respect évidemment des pierres, et puis il y a une beauté particulière qui est la beauté du passé. Un sentiment partagé par un fervent défenseur du patrimoine français, Stéphane Bern. On parle toujours du patrimoine, on pense que c'est des pierres, c'est un peu mort. Mais non, derrière ces pierres, il y a des gens. Et moi, c'est ce qui m'importe quand je sauve des pierres, je sauve la mémoire des gens. Et c'est aussi important. Je crois justement que le patrimoine est un lien essentiel. Le lieu crée du lien. Et c'est un lien entre les Français et l'armée. Réserviste citoyen à la gendarmerie nationale, parrain du 40e régiment de transmission de Thionville, l'animateur est aussi propriétaire depuis 2012 d'un ancien collège royal et militaire, celui de Thiron-Gardet dans le Perche. Parce qu'il tombe en ruine, le département d'Eure-et-Loir décide à l'époque de le vendre à moindre coût. En échange, Stéphane Bern s'engage à le réhabiliter et à l'ouvrir au public. Il y en avait 12 en France, adossés la plupart du temps à des abbayes. Vous voyez encore les restes de l'abbaye de Thiron du XIIe siècle, 1114 exactement. Ce collège a été créé en 1630. C'est un collège religieux. Et puis ensuite, Louis XVI, avec son ministre de la Guerre, le comte de Saint-Germain, a décidé de faire des classes préparatoires qui préparaient les élèves, les enfants d'officiers et de nobles, à faire l'école royale militaire qui est devenue notre école militaire à Paris. Donc on est très fiers d'avoir préparé de prestigieux militaires. Les présidents de la République ont choisi de confier au ministère des Armées de vivifier ce lien armée avec la nation, puisque une armée, c'est pas seulement des gens qui vont se battre pour vous, mais il faut que ça ait un sens. Et nous sommes une institution qui, plus que d'autres, avons besoin que ce sens et cette confiance et cette solidité soient tissés et maintenus entre tous nos concitoyens et les forces armées. Et nous nous servons d'un certain nombre de places fortes ou de lieux emblématiques comme appui en faveur et au bénéfice d'un lien armée-nation. C'est le cas du Mont Valérien. Campé sur les hauteurs de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, il abrite depuis 1947 le 8e régiment de transmission. Mais c'est d'abord un lieu de culte médiéval avant de devenir une forteresse militaire au XIXe siècle. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est utilisé par l'armée allemande comme lieu d'exécution. Un peu plus de 1000 résistants et otages y sont fusillés entre 1941 et 1944. Parmi eux, il y a des figures célèbres, donc d'Estienne d'Orve, Gabriel Péry et bien d'autres qui ont perdu la vie ici, exécutés par les Allemands. Et à ce titre-là, le Mont Valérien est devenu un haut lieu de la mémoire française. Et peu après la guerre, donc le général de Gaulle en a fait un symbole de la résistance. La flamme de la résistance ne s'éteindra jamais, quoi qu'il arrive. C'est écrit sur le frontispice du mémorial de la France combattante, qui est situé en contrebas de la forteresse, et sur lequel viennent tous les 18 juin les présidents de la République au cours d'une cérémonie. Travailler ici, c'est pénétrer dans un lieu littéralement chargé d'histoire. C'est quelque part saluer toute cette histoire qui a traversé les siècles, cette histoire militaire, cette histoire nationale, cette histoire de mémoire aussi, qui est entretenue et valorisée ici. Il y a une vraie richesse culturelle, une vraie richesse architecturale aussi tout autour de nous. Le Mont Valérien est inscrit en totalité au titre des monuments historiques. Il abrite plusieurs œuvres d'architectes, comme le mémorial, un mur de 150 mètres en grès rose des Vosges, qui porte 16 hauts reliefs de bronze créés par autant de sculpteurs, des illustrations de la France au combat de 1939 à 1945, et au centre une croix de Lorraine de 12 mètres de haut, ou encore cette cloche de bronze recouverte des noms des fusillés du Mont Valérien. Ce lieu unique est aujourd'hui un outil de transmission de la mémoire et du souvenir. Le Mont Valérien accueille de nombreux visiteurs chaque année. La moitié sont des scolaires, comme ces élèves de CM2 de l'école Paul Bert de Bois-Colombes.
L'idée, c'est de leur faire découvrir ce lieu d'exécution, qui est le principal lieu d'exécution de la région parisienne pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc de leur transmettre l'histoire et la mémoire de ces hommes, et de visiter aussi le mémorial de la France combattante, où sont inhumées des personnes que l'on honore pour leur engagement, qui ont participé à la défense du pays et qui ont lutté pour que la France soit libre. Le dernier à avoir été inhumé dans la crypte, c'est Hubert Germain, en novembre 2021, qui était en fait un homme qui a rejoint le général de Gaulle suite à son appel du 18 juin et qui a été honoré comme 1037 autres personnes, ils étaient 1038, à devenir des compagnons de la libération. Et donc Hubert Germain était le dernier de ce groupe encore en vie et il avait été décidé que le dernier compagnon de la libération rejoindrait la crypte. Ils sont 3 compagnons de la libération, Alfred Touny, un autre homme, et une des 6 femmes compagnons, Bertie Albrecht aussi. Pour ces élèves, la visite du Mont Valérien est l'étape finale d'un projet pédagogique d'1 an autour de la Seconde Guerre mondiale qui a débuté sur les plages du débarquement. Mais c'est un vrai devoir de mémoire qu'on a là. Donc effectivement, comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre, quand ils viennent dans des sites comme ceux-là, où effectivement ils se retrouvent dans la crypte et ils voient qu'il y a des gens qui représentent tous les résistants aux 4 coins du monde et qui ont lutté pour libérer le pays, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, ça a vraiment existé, c'est pas que des pages dans un livre d'histoire, c'est pas que des dires d'un enseignant, c'est vraiment des choses qui se sont passées, des choses essentielles. » Et du coup, je pense qu'ils prennent conscience effectivement de cette importance-là. Le patrimoine militaire est tout à la fois un témoin privilégié du passé, un outil de mémoire et de transmission, un lien tissé entre la nation et ses armées. Le ministère des Armées s'attache à préserver cet héritage, enjeu majeur de notre histoire et de notre culture.